Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Droit de savoir. Coup d'État au Tchad, coup d'État au Mali, coup d'État en Guinée. C'est la recrudescence des coups d'État en Afrique noire francophone. Voilà qui force une analyse particulière sur les systèmes politiques de ces pays d'Afrique francophone, mais aussi et surtout sur le mode opératoire de ces coups d'État. À qui profitent-ils? Avec moi sur ce plateau, le professeur Félix Bankunda-Pelé, que vous connaissez très bien, mais pour ceux qui le découvrent, il est enseignant-chercheur, juriste, politologue et constitutionnaliste. Moi, c'est Christian Perrin. Bonjour Félix. Bonjour Christian. Alors, au Tchad, nous avons tous vu comment la France a affiché son soutien à Mahamat Idriss Déby. Au Mali, la France a levé le ton contre Assimi Goïta. Cependant, en Guinée, la France a modéré sa réaction face à Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qui explique cette diplomatie à géométrie variable de la France en Afrique, notamment au sujet des coups d'État? Merci Christian Perrin. C'est une bonne question et ça nous permet effectivement de dénouer certains malentendus, notamment en ce qui concerne, je veux dire, la lecture qui est souvent, dès le départ, un peu faussée. Celle qui consiste souvent à dire que soit que la France ne regarde que ses intérêts, soit que elle est objective. En réalité, il y a toute une part de subjectivité dans le choix de la France et je pense qu'en disant cela, je n'étonne véritablement personne. Quelle que soit la situation dans un État d'Afrique francophone principalement, la France regarde ses intérêts, mais elle ne regarde pas que ses intérêts. Elle peut également, selon effectivement l'idée qu'elle veut, disons, imposer, y introduire, je veux dire, une certaine dose, disons, d'objectivité. Pour ne pas dire faire une lecture objective. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là tout simplement que je pense que nous ne devons pas regarder la position de la France à sens unique. Qu'il faut, je veux dire, introduire, disons, plusieurs ingrédients pour bien comprendre la question. Et commençons donc effectivement par, ne remontons pas, mais disons clairement, quand nous regardons, disons, le cas du Tchad, la France s'est montrée ouvertement intéressée. Je pense que personne ne s'y est trompé. Quand nous regardons le cas du Mali, je pense que là, elle a été plutôt embarrassée. Je veux dire, dans le premier coup d'État, parce que, oui, effectivement, la tendance était effectivement de faire une lecture objective en disant qu'il y a coup d'État et qu'il faut que, déjà, par rapport à la situation elle-même, il n'y a pas, disons, une situation exactement similaire, hein, aussi bien dans le cas du Mali que dans le cas du Tchad. Donc, déjà, les situations générateurs, disons, de la réaction de la France, elles-mêmes sont différentes. Donc, dans le cas du Mali, la France essaie de faire une lecture objective qui consiste à dire, et en cela d'ailleurs conforme au texte, consiste à dire que quand il y a un coup d'État, il faut toujours condamner, par principe, ce qu'elle n'avait pas fait pour le Tchad. Et quand nous arrivons dans le cas du Niger, on lit clairement un embarras. Vous parlez le cas de la Guinée ou du Niger? On lit un embarras, la réaction de la France n'a pas été immédiate. Moi, j'ai l'impression qu'elle a d'abord hésité avant de condamner. Et là, je pense qu'on peut faire plusieurs lectures, mais enfin... Et pourquoi aurait-elle hésité? Puisque c'est un coup d'État acté d'ailleurs. Bon, elle a hésité pour plusieurs raisons, mais principalement la suivante. Bon, nous tous, nous avons lu donc la réaction du président français Emmanuel Macron quand effectivement le président guinéen a modifié, a changé la constitution. Le président Macron a clairement condamné. Nous l'avons tous lu en disant, mais enfin, on pouvait s'attendre à tout, sauf à cela, de la part, disons, de M. Condé, puisqu'il était longtemps opposant et qu'il avait lui-même condamné les régimes qui existaient, les régimes despotiques en Afrique. Et qu'il évidemment, pourquoi n'a-t-elle pas eu la même réaction envers Alassane Ouattara? Terminons d'abord, je veux dire, avec notamment la Guinée. Bon, pour la Guinée, je pense que le président français était embarrassé parce que, ayant lui-même condamné l'attitude de M. Alpha Condé, qui avait donc modifié la constitution, donc on pouvait dire que dans la logique des choses, dans la logique de ce qu'il avait condamné, il ne pouvait pas en même temps condamner le coup d'État, puisque le coup d'État
est justifié par le fait que, du moins du point de vue de l'opinion publique, et même quelque part, de façon plus ou moins confuse par les putschistes, par le fait qu'il avait violé la Constitution. Donc, si M. Macron a condamné M. Alpha Condé, disons, dans l'attitude, je vais dire, disons, dans le coup d'État constitutionnel, ben, enfin, je veux dire que si les militaires viennent renverser le régime au nom de l'argument avancé par le président français lui-même, vous voyez que le président français, ou disons, je veux dire, la France a un peu du mal, effectivement, à se contenir. Donc, je pense que l'embarras se justifie par cela, par le fait que, au niveau de l'opinion publique africaine, au niveau également de la France, ben, cette attitude, la France, la position, disons, annoncée dès le départ, cette attitude est conforme, c'est-à-dire le coup d'État vient en quelque sorte réguler la situation. Donc, voilà ce qui explique un peu son embarras. Maintenant, par rapport, disons, à la Côte d'Ivoire, non, je pense que sur ce point, le président français avait fait, à mon avis, effectivement, disons, une lecture subjective. J'ai déjà expliqué que l'argument de la force majeure ne s'expliquait pas. Pour une bonne et simple raison que la mort, ce n'est pas, disons, en cas de force majeure. D'autant plus que c'est une question qui est réglée par la Constitution. Mais en l'occurrence, ce n'était même pas une question de l'État, puisque c'est une question qui se déroulait au sein du parti. Au sein du parti. C'est-à-dire c'est une affaire qui intéressait uniquement le parti, disons, du président Ouattara. On ne voit pas en quoi, effectivement, cela devait, disons, modifier la lecture constitutionnelle, la situation, c'est-à-dire faire de telle sorte que le président Ouattara ne respecte pas lui-même la limitation des membres. Donc, ça, je pense que, autant sur la question de la Guinée, on peut comprendre que, voilà, le président, disons, Macron a été, je veux dire, disons, légaliste, autant pour la question, disons, qui concerne Ouattara ou la Côte d'Ivoire, la lecture a été plutôt subjective. Je pense que c'est clair. Alors, dans ces coups d'État, tous ces coups d'État d'ailleurs, il y a quelques similitudes, c'est l'abrogation de la Constitution par les putschistes. Qu'est-ce que les Africains ont-ils contre les constitutions? Est-ce qu'on peut parler d'un problème culturel je pense que c'est une réaction spontanée des putschistes. Je pense que c'est entrer dans la culture, dans la psychologie des gens pour dire que il faut systématiquement le faire. Et la question est intéressante parce que moi, je constate qu'en général, entre la constitution qui précède et celle que les nouveaux arrivants adoptent, généralement, il n'y a même pas une différence. Quand on prend par exemple le cas du Tchad, dans le cas du Tchad, l'Assemblée nationale tchadienne était ce que j'appelle souvent une sombre introuvable, c'est-à-dire que le parti du président avait la majorité écrasante. Donc, il n'y avait pas de raison, effectivement, je vais dire, disons, de suspendre la Constitution. Le suspendre la Constitution et en même temps, je vais dire, disons, d'en finir avec les sanctions qui étaient en place. Il n'y avait aucune raison. Mais je pense que c'est déjà intégré auprès de ceux qui font le coup d'État que quand on arrive, voilà ce qu'il faut faire. Il faut éteindre tous les lampadaires. Je pense ça. Mais quand on regarde dans les effets, c'est pas nécessaire. Je suis presque convaincu que la constitution que les Tchadiens, que, disons, les Nigériens, les Guinéens adopteront, sera à 98% semblable à celle qu'ils ont adoptée avant, à celle qui existait avant. Et donc, je pense que cela répond à une forme, disons, de spontanéité, à une forme de symbolisme pour dire, oui, quand on montre que, écoutez, on ne veut pas le régime qui est là, il faut arrêter, alors que c'est pas nécessaire. Oui, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. On ne voit pas, par exemple, qu'est-ce que Idriss, fils, pouvait craindre de l'Assemblée nationale qui était là, puisqu'elle lui était acquise, c'est-à-dire elle était acquise au parti en place. Oui, donc voilà. Le parti qui l'a d'ailleurs servi. Alors. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pas spontané. Alors, mais quels seraient, selon vous, les éléments déclencheurs de ces coups d'État? Est-ce, comme l'a dit d'ailleurs le colonel Doumbouya, la corruption généralisée, la pauvreté endémique, l'instrumentalisation de la justice, tout un tas de problèmes, en fait, la crise socio-politique? Ou bien c'est simplement une stratégie France-africaine pour essayer un peu de renouveler la classe, cette vieille classe presque finissante, pour repositionner ces hommes un peu plus jeunes pour continuer à contrôler l'Afrique?
Mon cher Christian, c'est une question très importante. Et je pense qu'il faut repartir des indépendances pour bien relever effectivement les éléments de réponse. Et c'est ça qui justifie pourquoi, objectivement, on devrait, objectivement et de façon générale, en dehors de quelques cas spécifiques, on ne devrait pas valider les coups d'État. Quand les États africains arrivent à l'indépendance ou aux indépendances, il y a un constat général. Premièrement, les économies sont fragiles, ce qui fait qu'on a parlé du sous-développement. Généralement, également, on a souligné qu'il y avait un problème d'homogénéité nationale, c'est-à-dire que la nation n'était pas construite. Et c'est d'ailleurs au nom de ces deux cas principalement, au nom de ces deux faits principalement, que certains dirigeants africains ont théorisé le parti unique, en disant que si effectivement, disons, on ne fait pas le parti unique, la part sera belle aux opposants de venir dire que non, il y a le sous-développement, et donc, voilà. Donc, la situation étant critique au plan économique, ce serait faire la part belle aux oppositions et systématiquement, il y aurait effectivement chaque fois, disons, changement de gouvernement et donc discontinuité de la politique économique. Il y avait des gens intelligents au lendemain donc, des indépendances. Ils ont compris que ça pouvait tenir. Non, au nom, effectivement, de cette spécificité africaine, c'est-à-dire le sous-développement et l'absence de la nation, on a pensé qu'il fallait effectivement un parti unique. Donc, quand on transpose la situation actuelle, on se rend compte que, ben oui, on est arrivé au multipartisme. Mais les causes sont encore là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, quand on regarde la situation depuis l'indépendance, le coup d'État, c'est-à-dire que le cocktail des éléments qui peuvent justifier un coup d'État sont là. C'est-à-dire la pauvreté et l'absence d'unité nationale, c'est-à-dire l'absence du sens de la nation. Voilà à peu près classiquement depuis le départ ce que je peux appeler donc les raisons congénitales du coup d'État. Et pourtant, une fois installés, ces soldats, sinon ces militaires, n'ont jamais fait mieux. Je vais en arriver. Constatons d'abord cela. Je suis en train de dire que les éléments justificatifs, non pas de façon objective, mais je vais dire, disons, les ingrédients d'un coup d'État sont en permanence depuis, effectivement, les indépendances. Et quand on vient ajouter, c'est-à-dire au nom de cela, effectivement, on avait adopté le parti unique, ça n'a rien donné. Mais ensuite, au nom du parti unique, au nom de la construction nationale, mais les dirigeants en place ont ajouté un élément supplémentaire qui faisait que, effectivement, on ne pouvait plus venir au pouvoir par coup d'État. C'est quoi? C'est la pérennité des dirigeants. C'est-à-dire que, justifiant la construction nationale à partir, donc, effectivement, du parti unique, ils ont ajouté un autre élément qui consistait à dire on est là, on y reste, et qu'on devient en quelque sorte des hommes providentiels. Donc, vous voyez que dans ce qui est en train de se passer, après 90, c'est-à-dire après l'instauration du multipartisme, on trouve qu'il y a aujourd'hui des éléments aggravants qu'on aurait pu ajouter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est arrivé au multipartisme, pour dire qu'on cherchait à stabiliser, de telle sorte que les acteurs politiques comprennent que ce n'est plus nécessaire de faire un coup d'État pour arriver au pouvoir, puisqu'il y a les mandats qui sont limités, qu'il y a le multipartisme. Le président guinéen, ou bien d'autres présidents, pour aller plus loin, le Congo-Brazzaville et bien d'autres, la Côte d'Ivoire, puisqu'on en a parlé, ajoute un élément aggravant. S'il y a ces mots, ces causes congénitales dont je venais de parler, qui sont là, et que ce président qui est là rajoute encore l'élément qu'on a vu, disons, dans la dernière décennie, pardon, la deuxième décennie, disons, des pays africains, c'est-à-dire des présidents qui se pérennisent au pouvoir. Donc, la situation devient de plus en plus lancinante. Donc, ce qui le justifie, c'est cela. C'est-à-dire, ce sont d'abord les raisons congénitales, c'est-à-dire la faim ou le sous-développement, c'est l'absence effectivement du sens de la nation, et ensuite des présidents qui veulent se maintenir au pouvoir et qui veulent effectivement faire revenir l'homme providentiel qu'on a théorisé dans la deuxième décennie des indépendances. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que moi, ça m'a vraiment, je veux dire, un peu renversé de me rendre compte que un Alpha Condé qui connaissait cela le reproduise. Hein? C'est-à-dire, il sait depuis longtemps que ce qui justifiait les coups d'État, du moins officiellement, c'est ce qui a été dit, c'était le fait que ceux qui étaient là ne voulaient pas partir, que lui revienne et remette encore cela. On sait donc, du coup, je pense qu'il a aiguisé effectivement lui-même la naissance, l'apparition du coup d'État.
Oui, vous avez semblé parler des chefs d'État qui veulent se pérenniser. Est-ce que parce qu'ils veulent se pérenniser ou parce qu'il y a une puissance étrangère qui voudrait que ces présidents restent là pérennement sous prétexte de la stabilité comme on nous le vante tout le temps? Moi, je veux bien dire, comme le disent certains Africains, de manière facile, que derrière chaque événement, derrière chaque coup d'État, il y a la France. Mais je pense qu'il y a quand même la volonté des dirigeants eux-mêmes. Bon, effectivement, c'était l'argument qu'on a entendu du défunt président Déby qui disait qu'il voulait partir et puis la France envoyait un constitutionnaliste pour lui dire qu'il fallait qu'il reste. Ben, au moins, lui, il avait dévoilé. Mais il l'a dévoilé, mais entre nous, est-ce que franchement, ils sont obligés d'accepter? Moi, je pense que si Déby a accepté, c'est parce que ça l'animait. Il ne voulait qu'un prétexte, effectivement, pour le faire. Je pense que ça ne soit pas d'équivoque. Je ne suis pas sûr que le président Déby avait, disons, le pistolet, disons, à la tempe et qu'on lui disait, ben, si tu ne me fais pas, voilà, c'est pas. Non, non. Je pense qu'en réalité, la puissance, l'ancienne puissance coloniale, c'est que ça démange tous les dirigeants africains de rester donc là de façon pérenne. Et ben, elle se dit, ben oui, vous pouvez y aller. En fait, c'est là le fond du message. Vous pouvez y aller, on est d'accord. Et que dans la même logique également, s'il y a un président relativement récalcitrant, que la France essaie de montrer que ben il faut respecter la légalité. On a vu là, vous avez vu disons le ministre des Affaires étrangères disant la France qui a été critiquée notamment sur l'Afghanistan, qui parle effectivement, disons, des putsch et tout. Et bon, on lui a rappelé qu'un instant, quand il y a des putsch en Afrique, certains putsch en Afrique, vous ne contestez pas, au contraire, vous adoubez. Et quand c'est l'Afghanistan, vous venez relever un argument qui ne tient pas debout. Bon, non. Je reviens à ce que j'ai dit au départ. La France a à la fois une lecture objective et subjective. C'est-à-dire que selon le sens de l'intérêt, elle essaie de moduler ça, c'est sans équivoque. Mais en même temps, il faut dire que les Africains eux-mêmes, je veux dire les dirigeants principalement, ceux qui sont en place, ne sont pas embarrassés par ce fait-là et que quand ça les arrange, ben, ils disent, ben oui, on peut s'asseoir sur la pension. Donc, je veux dire, ou simplement peut-être parce que lorsqu'ils arrivent, ils ont en idée autre chose, mais après, une fois installés, les données changent. Ils sont parfois obligés de faire avec, parce que sinon, qu'est-ce qui peut expliquer que généralement ces coups d'État interviennent contre ces chefs d'État au moment où ils commencent à avoir souvent des positions, certains observateurs commencent déjà à dire que, par exemple, Alpha Condé serait victime de la France-Afrique parce qu'il commençait déjà, en fait, à être encombrant pour la France dans certaines de ses prises de position, dirait-on, entre guillemets, patriotiques. Ben, vous savez qu'on l'a dit en même temps pour le président tchadien, décédé, l'ex-président. Oui, mais évidemment, pourquoi ces coups d'État interviennent à ces moments-là? Est-ce que c'est juste une coïncidence ou comment expliquer cela? Ben, écoutez, allons-y, regardons la situation. Bon, premièrement, moi, je pense qu'il faut également dire les choses de façon beaucoup plus complète. Bon, tous les dictateurs sont également des maîtres chanteurs, il faut le dire. C'est-à-dire que, je veux dire, quand ils se rendent compte que, disons, le soutien de la France n'est pas suffisant, comme effectivement, disons, ils l'attendent, ben, ils ont tendance, effectivement, disons, à démontrer à la France. Bon, je rappelle souvent cette formule du président gabonais, disons, du défunt président gabonais, Omar Bongo, qui disait que le Gabon est comme une jeune et jolie fille à qui tout le monde veut faire la cour et qui ne se donnera qu'au plus offrant. Au plus offrant. Oui. Bon, donc, je pense que quand on fait cette lecture de la France qui, chaque fois, en quelque sorte, utilisera le bâton quand, effectivement, leur ancien candidat essaie, effectivement, disons, de virer de l'autre côté, ben, il faut également, disons, le lire. Il faut compléter cela avec l'attitude, disons, des dirigeants africains. Mais si je pense, la France, si on devait adopter, disons, cette lecture, ben, ça veut dire qu'il y a un pacte de départ. C'est-à-dire que le président africain qui était installé a eu en quelque sorte un deal avec l'ancienne puissance coloniale pour dire je suis là pour ça. Et que si effectivement il ne respecte pas le deal, eh bien, nous faisons cela. Et que la constitution, tout ce que l'on veut, c'est purement symbolique, que la réalité est autre. Et à ce moment-là, on peut dire, mais un instant, si je veux dire Idriss Déby et
Alpha Condé a un deal avec la France, eh bien, un instant, ben, on peut dire, oui, ben, voilà, il est tout à fait normal que les autres demandent à respecter le deal et utilisent le bâton. À ce moment-là, ce n'est pas une question qui nous regarde. Mais si nous voulons regarder la question du point de vue du droit, c'est-à-dire donc effectivement du respect de la norme fondamentale principalement, on peut quand même, je veux dire, se permettre de dire que, c'est-à-dire la situation n'est pas la même. Quand on prend le cas du Tchad, on prend le cas du Mali, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, les situations sont relativement différentes. On l'a dit, dans le cas du Tchad, la France a fait, de façon sans équivoque, une lecture intéressée. Peu importe effectivement, bon, on a eu le débat sur effectivement la mort d'Idriss Déby. Est-ce que c'est une mort venue d'ailleurs causée par une puissance étrangère? Je ne sais pas, mais enfin, la France a eu une position intéressée. Dans le cas, disons, de la Guinée, eh bien, écoutez, je pense que l'opinion publique africaine elle-même ne se trompe pas en disant que les militaires sont en quelque sorte venus réparer, disons, le coup d'État constitutionnel qui avait précédé. Dans le cas, disons, et que de ce point de vue, on ne peut pas dire que c'est parce que oui, il commençait, bon, cette situation vient quand même après. Je veux dire que, bon, pourquoi, si on s'en tient à cette logique-là, pourquoi le président français ne se serait pas dit tout simplement, la Guinée, disons, d'Alpha Condé, nous fait tout, nous répond à toutes nos demandes, et que, effectivement, on peut le laisser, effectivement, se pérenniser. Oui, mais c'est parce qu'il commençait à avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines prises de parole qui, probablement, ont été encombrantes pour la France. Avant ou après? Mais bien avant, je crois. Avant la modification constitutionnelle? Bien après, non, après. C'est après? Oui. Donc, c'est après. Non, on peut se dire tout simplement que, dans cette lecture, il consiste à dire que la France ne soutient que n'est là que pour ses intérêts, C'est pour ça que je dis qu'il faut nuancer. Bon, on aurait pu se dire, puisque, effectivement, le président guinéen avait pratiquement satisfait toutes les demandes, le président français pouvait dire, il satisfait à toutes nos demandes, donc il peut effectivement, disons, violer la Constitution. Et la même façon que on a laissé faire, disons, Sassou Nguesso, on a laissé faire, disons, Ouattara, laissons également faire la Guinée. Oui, donc vous voyez que là, c'est pas exactement la même position. Donc ça veut dire qu'il y a une autre façon de voir les choses. Personnellement, mais ça c'est mon avis personnel. Moi, je pense, cher Christian, qu'en réalité, par rapport à la position des différents pays francophones, de par leurs frontières, mais également de par les liens avec la France, je pense que la France n'est pas obligée de se lier à un président pour sauvegarder ses intérêts. C'est ma lecture. Que tout président africain qui arrive, cherchera peut-être un peu pour appâter, je vais dire, disons, l'opinion publique nationale, montrer que, je suis un patriote, je tiens au respect, mais en réalité, la plupart... Oui, mais apparemment, le patriotisme ne rime pas avec les intérêts français. Nous y reviendrons. Il faut qu'on comprenne d'ailleurs c'est quoi ces intérêts-là. Est-ce qu'on peut ouvrir une petite parenthèse là-dessus? C'est quoi ce qu'on appelle par intérêt français? Mais je termine d'abord ce que j'ai voulu dire par patriotisme. Je vous en prie. Qu'en réalité, les dirigeants africains élus ne veulent pas forcément entrer en conflit avec la France et que la France peut obtenir à peu près, à quelques rares différences, ce qu'elle veut avec un président sans forcément que, effectivement, disons, ce président, s'élève contre la France. Donc, de ce point de vue, moi, je nuance souvent l'argument qui consiste à dire que la France doit forcément garder les dictateurs pour ses intérêts ou non, bien entendu, cette question, il faut la nuancer, cette question d'intérêt, mais nous reviendrons plus à la deuxième partie de votre question pour dire, mais au fait, ses intérêts, c'est quoi? Donc, nous viendrons à cette question. Mais je vais dire qu'en réalité, un dirigeant africain, francophone, dans le contexte actuel, disons, de la configuration des États, c'est-à-dire où en réalité tout pays africain francophone est entouré par d'autres pays francophones, ne recherche pas forcément le conflit avec la France et que la France peut globalement obtenir ce qu'elle veut de n'importe quel dirigeant africain, ce qui fait que moi, je me dis, si franchement c'est cette lecture que fait la France, elle se trompe. Et je pense que même au niveau de, je vais dire, disons, des personnalités françaises, il y en a qui l'ont soutenu. Moi, j'ai entendu, disons, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Villepin dire la même chose. J'ai entendu dire que on n'est pas obligé de soutenir les dictateurs pour avoir ce que nous voulons. J'ai entendu M. Jean-Christophe Rufin, donc l'ancien ambassadeur de France au Sénégal, dire la même chose,
qu'en réalité, on peut obtenir ce que l'on veut sans forcément être obligé de soutenir les dictateurs. Donc, il fallait effectivement changer la politique. Et moi, je le crois aussi. Donc, ça, c'est pour relativiser le lien automatique établi entre intérêt de la France et dictature. Moi, je pense que ce n'est pas automatique. Il y a d'autres raisons qu'il faut rechercher. Et parmi ces raisons, il y a la volonté des dictateurs eux-mêmes, qui veulent effectivement, c'est pour ça que je dis que parfois c'est un peu par populisme que certains dictateurs également, disons, se targuent d'être des patriotes pour dire je vais faire ceci. Alors qu'en réalité, ils savent que ça ne peut pas aller très loin. Donc là, je pense que c'est une question qui doit être bien regardée. Il n'y a pas forcément opposition entre intérêt de la France, je dis bien intérêt de la France, et les intérêts de l'Afrique. Il y aurait quelques nuances, effectivement, mais fondamentalement, non. Voilà. Oui, mais si les intérêts de l'Afrique passeraient, par exemple, par un système démocratique, vous pensez que cela arrangerait la France? C'est ce que j'essaie de dire. Parce que qui dit démocratie dit institutions fortes, comme le souhaitait d'ailleurs Obama, mais les institutions fortes voudront dire également surveiller tout ce qui se passe, la transparence, la bonne gouvernance, et à ce moment-là, les intérêts de la France tels qu'on nous explique d'ailleurs, vous pensez que c'est compatible? Donc, c'est une question supplémentaire. Je passe maintenant à la deuxième. Peut-être, oui. À laquelle je n'ai pas répondu, qui explique, disons, la toute dernière. Bon, vous avez dit, c'est quoi les intérêts de la France en question? Et c'est une question importante. Parce que là, il y a quand même un mélange. Je pense que la plupart, je veux dire, disons, des analystes qui approfondissent la question sont arrivés à cette conclusion. Il y a d'une part les intérêts de la France et d'autre part les intérêts des multinationales ou des intérêts privés. C'est très important cette distinction. Je pense que globalement, les intérêts de la France n'ont pas été ou ne sont pas remis en cause par certains dirigeants africains qui auraient été renversés par la France ou bien qui ont été réellement renversés par la France. Ce qui a été le plus souvent mis en danger, c'est les intérêts privés, c'est-à-dire soit des personnalités politiques françaises, soit des groupes financiers français. Et je pense que c'est d'ailleurs, disons, sur cette distinction que l'association survit avec notamment François-Xavier Verschav a construit, disons, je veux dire, tout son combat, en disant que dans les relations entre la France et l'Afrique, les intérêts privés, c'est-à-dire des groupes privés, mais également des personnalités politiques à titre personnel, ont pris plus de dessus que les intérêts de la France. Donc déjà là, ça montre toute la nuance. Et je pense que Mais au niveau à l'extérieur, tout ce que font ces multinationales, ces privés qui sont, entre guillemets, français, est toujours perçu comme étant des défenseurs des intérêts français. C'est comme ça qu'on résume tout cela. Que ce soit les multinationales, que ce soit les personnalités qui viennent soutenir les dictateurs en Afrique, tous sont perçus comme des défenseurs des intérêts de la France. Malheureusement. Je vais vous prendre un exemple. Permettez, je vais vous prendre un exemple. Ça, au moins, tout le monde sait ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville dans les années 1997. À l'arrivée de Pascal Lissouba, nous avons vu ce qui s'est passé. À un moment donné, Pascal Lissouba a voulu revoir. Bon, ça, c'est ce qui est connu de tout le monde. A voulu revoir un peu les contrats, le partenariat entre une multinationale française et le Congo, bien sûr. Et nous avons vu débarquer au Congo. Nous avons vu débarquer au Congo des armées étrangères, 5 armées étrangères, sans compter les mercenaires, qui étaient payées par cette multinationale. Or, au niveau de la France, tout le monde sait ce que représentait cette multinationale, même si elle a changé de nom. Mais on dirait toujours que ce sont les intérêts de la France. Je suis d'accord avec, c'est-à-dire quand en fait vous dites de l'extérieur, c'est-à-dire l'extérieur de la France, c'est ça? Tout à fait. Oui, non, mais c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'au niveau de l'extérieur, c'est tout à fait normal qu'on se dise que les deux sont confondus. Maintenant, quand on te place, et c'est pour ça que d'ailleurs, bon, même si effectivement on trouve que les sanctions n'ont pas été fortes, et c'est pour ça qu'au niveau intérieur, je pense que beaucoup de responsables d'ELF ont été condamnés, même si ce n'est pas à la mesure, effectivement, je vais dire, des risques ou des dégâts qu'ils ont commis à l'étranger. Mais que quand, effectivement, la justice française s'en saisit, eh bien, elle sanctionne. Mais je vais dire quoi? Faisons quand même la petite différence. Je souligne ce que j'ai déjà dit. Les dirigeants africains,
le plus souvent, ne remettent pas en cause les intérêts de la France, mais les intérêts le plus souvent, je vais dire, disons, exagérés des groupes étrangers. Et je pense qu'ils ont raison, ceux qui ont effectivement, ceux qui sont opposés, comme le président congolais Pascal Lissouba. Je suis d'accord avec vous. Je suis également d'accord que les politiques en France ont souvent des intérêts liés avec les groupes financiers nationaux, français donc. Et que quand effectivement les intérêts de ces multinationales ou de ces groupes financiers sont quelque peu mis en difficulté, le plus souvent, les politiques viennent à la rescousse. Bon, on peut le comprendre, la France n'a pas de monopole, les États-Unis ont parfois procédé de la même façon. Et que de ce point de vue, effectivement, les intérêts se confondent un peu. Bon, mais ça, je pense que personne, je veux dire, ne peut s'en étonner véritablement. Ça, c'est une question française, je veux dire, de les disséquer, c'est-à-dire que vu de l'extérieur, bon, je comprends qu'effectivement, on puisse dire que ça s'assimile, c'est relativement différent, mais la différence au niveau de la réaction des contre-pouvoirs français. Je pense que la justice, quand elle s'en saisit, montre effectivement, je vais dire, joue son rôle en sanctionnant. Peut-être pas, je vais dire, à la hauteur de ce que l'on aurait souhaité en raison, par exemple, des dangers qu'ils font vivre, disons, aux populations africaines. Les Africains, oui. Voilà. Alors, maintenant qu'il y a une recrudescence des coups d'État en Afrique, tout le monde est en train d'observer ce qui arrive depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'on peut dire de la boule? Est-ce cela été une erreur stratégique, politique pour la France qui probablement la regrette parce qu'on constate que finalement, tous ces pays africains francophones, je parle de la zone francophone, qui avaient pratiquement entamé la voie de la démocratie, ont tous reculé, ils ont fait marche arrière et d'autres d'ailleurs se sont même radicalisés, mais sans que cela n'inquiète la France. Bon. C'est clair déjà. Je pense que même ceux qui pouvaient encore accorder un peu de crédit ou qui étaient encore sceptiques sur la situation de la boule, je pense que là, le glace sonné. Je pense que là, on est arrivé à une autre phase. La boule est globalement morte. L'esprit de la boule a disparu. Et pourquoi? Je vais essayer de l'expliquer, mais je pense l'avoir déjà signé par le passé. On a senti une évolution déjà. On sait pourquoi le président Mitterrand avait décidé de ce principe-là, que c'était pour s'adapter effectivement au contexte nouveau qui était celui du gel, de la disparition, a priori ce qu'on avait pensé, de la guerre Est-Ouest. Mais en réalité, je veux dire, il fallait quand même garder la même mise sur l'Afrique francophone. Et quand la droite arrive, notamment avec le gouvernement Balladur, avec un ministre délégué à la coopération, Monsieur Michel Roussin, qui avait été clair d'ailleurs dans son discours, dans son ouvrage L'Afrique majeure, mais également dans une interview qu'il avait au Cordoman, je n'ai jamais oublié, il dit ceci: nous avons décidé de mettre un terme, nous avons décidé de prendre du recul par rapport au discours de la boule. Ce qu'il nous faut, nous, c'est l'état de droit et la démocratie. Je l'ai expliqué la dernière fois. En réalité, l'état de droit ne veut rien dire sans la démocratie. L'état de droit, ça veut dire quoi? Les textes sont là, on se conforme aux textes. Mais pour que les gens respectent les textes, il faut qu'il y ait des contrepoids. S'il n'y a pas de contrepoids, l'état de droit ne veut rien dire. Donc, je veux dire, disons, cette forme de lecture magique, disons, de l'état de droit, franchement, ça ne trompait personne. Dès le moment où on dit que nous, c'est l'état de droit et non la démocratie, ça veut dire pas d'état de droit. Parce que l'état de droit n'a de sens que dans un contexte démocratique où les contrepoids sont là. S'il n'y a pas de contrepoids, s'il n'y a pas de démocratie, l'état de droit ne veut rien dire. Et nous le voyons, par exemple, dans le cas de la plupart des dictatures africaines. Ça, c'est une question, mais voilà. L'état de droit est là, c'est-à-dire les textes sont là, qui prévoient la démocratie, qui prévoient tout, mais c'est pas respecté parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, parce qu'il n'y a pas de démocratie. Bon, donc, je pense que on peut dire clairement aujourd'hui que la boule, c'est fini, on est revenu case départ. Et comme quoi, le ton a été donné donc par la France pour qu'on revienne sur les coups d'État, parce que on a même entendu dire que les Africains n'étaient pas mûrs pour la démocratie. Tout ça sont des messages forts qu'on envoyait en Afrique pour dire, écoutez, repartons vers les coups d'État. Mais regardons, attention, déjà cela, celui qui le dit principalement, c'est le président Chirac en 90, à Abidjan. Et après, quand il arrive, c'est frappant, je vais vous dire quelque chose, vous allez voir. Prenons le cas du Congo, qui est le pays que nous connaissons le mieux. Le 18 juillet 1996,
le président Chirac fait un déplacement au Congo-Brazzaville et ce jour-là, du 18 juillet 1996, il tient un discours bien martelé devant les deux chambres réunies, c'est-à-dire donc réunis en congrès. Et il y avait même, disons, les dirigeants d'autres pays africains qui étaient venus parce qu'on avait dit le discours, disons, économique, c'était, je pense, au Gabon, le discours politique, c'était au Congo. Et il dit clairement ceci, plus jamais nous n'accepterons les coups d'État, les prononcements, etc. Et il dit, ça rabaisse l'Afrique et ça fait fuir les investisseurs. Et donc, nous devons mettre un terme à cela. 18 juillet 1996. Donc, l'été 96. L'été suivant, il fait exactement le contraire de ce qu'il avait soutenu à Brazzaville. C'est lui qui soutient le coup d'État, ce n'est un secret pour personne, vous l'avez dit, tous les Africains le savent. Il soutient le coup d'État qui renverse le régime. Autrement dit, il fait le contraire de ce qu'il a eu à dire, donc effectivement, disons, à Brazzaville. Plus grave, l'été suivant, c'est-à-dire l'été 98, il va en Angola pour remercier le président angolais pour dire, c'est son terme, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo-Brazzaville. Voyez. Bon, donc se réjouir de l'invasion d'un pays par une armée étrangère. Et c'est le président français qui se réjouit. C'est le président français qui le dit. Moi, je me rappelle, c'était l'édito du Monde pour dire que, en tout cas, ça a glacé pratiquement tous ceux qui étaient là. Il y a même un qui a dit qu'il avait peut-être picolé un peu trop. Mais il l'a dit. Il dit, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo. Et pour tenter, en quelque sorte, disons, nuancer un peu ce qu'il avait dit, il dit, oui, parce que ce pays était en train de se détruire. Autrement dit, c'est l'Angola qui était allé arrêter. Enfin, je veux dire, ça, c'est du cynisme. Hein? Et quand l'Angola continuait à intervenir au Congo, 4 années, disons les 4 années qui ont suivi, bon, quelle a été l'attitude effectivement de la France? On voyait quand même que, bon, là, c'est l'hypocrisie. Ne nous arrêtons pas là. Voilà le discours, disons, de François Hollande. François Hollande, à la veille du sommet de la francophonie à Dakar, devant RFI et puis France 24, il dit que nous ne pouvons pas accepter que les gens puissent violer la limitation des mandats. Il le dit clairement. 2 jours après, il est à Dakar, donc je pense fin octobre, disons 2014, il répète le même discours pour dire, voilà, c'est clair et net aujourd'hui, on sentait d'ailleurs que, je veux dire, disons, le Congo était effectivement le pays principalement visé. Puis il dit que ceux qui ont atteint l'âge, ceux qui ont effectivement, disons, fait leur mandat doivent partir. Et nous savons que, là, nous sommes fin octobre, disons 2014. Le 21 octobre 2015, il change de discours. Il dit totalement le contraire. Il dit que le Congo, le président français, le président congolais, peuvent effectivement consulter sa population. Et donc là, c'est clair. Mais qu'est-ce qui justifie finalement cette attitude des politiques français qui disent quelque chose et font le contraire après? Ordinairement, les gens disent c'est la réelle politique. Non, c'est pas la réelle politique. Bon, moi, je pense que je pense principalement, et c'est un peu embêtant de le dire, je pense que ils n'ont pas la même considération pour les populations africaines que leur propre peuple, très sincèrement, parce que c'est quand même la vie des gens. C'est parce que le plus souvent, c'est des morts massives. Autrement dit, est-ce que ce n'est pas plutôt pour les intérêts français, comme on l'a expliqué tout à l'heure? Ben oui, mais c'est-à-dire que les intérêts français sont beaucoup plus importants que les vies africaines. C'est ce que je suis en train de dire. Autrement dit, ce n'est pas la même considération. Parce que ici, au nom de ces mêmes intérêts, on ne sacrifierait pas 10 personnes. Hein, d'une manière aussi grossière. On ne le ferait pas de la même façon. Donc, moi, je pense quand même que cette légèreté sur leur propre discours se justifie par le fait qu'ils disent que là-bas, on peut tout se permettre. Parce qu'ils ne feraient pas la même démagogie. J'ai l'habitude de dire ceci, Christian. Si, rappelons d'abord, qu'en ce qui concerne le Congo, le discours de François Hollande intervient alors que Sassou Nguesso venait déjà de tuer, disons, 20 compatriotes, une vingtaine de compatriotes et plus de 100 blessés. Transposant cette situation ici en France, prenons ne fût que la moitié, c'est-à-dire 10 personnes qui tombent. Est-ce qu'on peut justifier la mort de 10 personnes en France par l'intérêt d'un groupe privé? Ça passe pas. On s'accorde bien. Ça passe pas. On ne peut pas justifier la mort de 10 personnes. Comment c'était 20? Les 17 et 20 octobre, vous étiez d'ailleurs sur place vous-même, vous avez fait des reportages, c'est au moins une vingtaine de personnes qui sont tombées. C'est au moins une centaine de personnes qui ont été gravement blessées, dont d'autres, dont le nombre aujourd'hui sont effectivement, disons, infirmes à vie.
est-ce qu'on peut transposer une telle situation dans un pays comme la France et que ça passerait comme une lettre à la poste? Évidemment, non. Donc, quand je dis qu'ils n'ont pas la même considération pour les peuples africains que pour leur propre peuple, je sais ce que je pense. Donc, ce n'est pas au nom d'intérêt, c'est au niveau, c'est à propos de la considération qu'on a pour ces peuples-là. Ça m'embête parfois de penser comme tel, mais je dis heureusement c'est les politiques, c'est pas les Français. Parce que je pense que la grande majorité des Français condamneraient effectivement cela avec, disons, des réactions fortes s'ils avaient tous les détails. Mais au niveau des politiques, c'est effectivement la lecture qu'ils font. Donc, c'est pas au nom de l'intérêt, les intérêts ils sont, mais je pense qu'au niveau de la considération qu'on a des peuples africains, je pense que cette idée-là n'est pas très haute. Il n'y a pas une très forte considération de ces peuples-là, ce qui justifie la légèreté. Alors, donc, dans la plupart des cas, les coups d'État qui sont en train, en fait, qu'on a observé, on a parlé du Tchad, on a parlé du Mali, maintenant c'est la Guinée. On se rend compte que avant ces coups d'État, bon, par exemple en Guinée, il y a eu d'abord la violation de la Constitution qui a permis donc à Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Ce phénomène de troisième mandat qui commence un peu à chaîner en Afrique. Au Congo, c'est pareil. Alors, je voulais un peu comprendre avec vous, parce qu'il y a un phénomène. Lorsque ces chefs d'État, disons ces dictateurs, c'est comme ça qu'il faut les appeler, ces dictateurs qui s'accrochent au pouvoir, violent les constitutions, les modifient, sinon les changent, pour évidemment rester pérennement au pouvoir. Tout le monde le sait. Les institutions internationales, j'allais dire les organisations internationales comme l'Union africaine, l'Union européenne et même la France à ce moment-là, gardent leur calme. Ils font fi de tout cela. Pourtant, ils savent le danger parce qu'un coup d'État constitutionnel, c'est en fait violer tout le cadre, c'est l'esprit et l'âme d'une république. Ce sont des institutions, bon voilà. Là, personne ne parle, ces institutions, ces organisations, comme je disais, ne montent pas au créneau. Mais une fois que c'est un coup d'État militaire, parce que finalement, les militaires aussi se justifient pour dire que, écoutez, c'est parce que la Constitution a été violée et qu'il faut remettre de l'ordre. Et quand il y a un coup d'État militaire, très vite, ces organisations montent au créneau pour hausser le temps. Qu'est-ce qui est finalement, peut-être que les deux sont graves, mais qu'est-ce qui est plus grave que l'autre entre un coup d'État militaire et un coup d'État constitutionnel? Clairement et directement, je pense que ce qui est plus grave, c'est l'inconséquence des institutions internationales. C'est l'inconséquence de la communauté internationale. Moi, je ne cesse de dire depuis très longtemps que cette attitude de l'Union africaine, principalement, n'aide pas l'Afrique à enraciner la démocratie. Je vais quand même lever une petite nuance. Le Niger, disons, inaugure sa démocratie en 93. En 93, donc, je veux dire, disons, l'esprit démocratique naît d'abord en 93, avec le président Ali Sebo, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est le président qui est élu, c'est celui qui l'inaugure, mais celui qui est élu, justement, Ali Sebo avait donc suivi le président Séni Kounché. Oui, le président Séni Kounché, c'est ça. Et donc, en 93, le président élu s'appelle Mahaman Ousmane. Et naît une cohabitation, je vais dire, dangereuse dans un contexte où effectivement les gens n'ont pas un sens de l'état de droit. Et qu'est-ce qui se passe? Le président Maï Nassara fait un coup d'État le 27 janvier 1996. Il dit oui, c'est la pagaille, j'ai observé, j'ai essayé de conseiller et tout. Ça donne une petite idée de ce qui s'était passé au Congo déjà à partir de 92. Donc il conseille, il les réunit et puis ça tient pas. Il dit écoutez, vous êtes des incapables, vous ne savez pas gérer l'État, vous mettez les populations en danger. Il fait un coup d'État le 27 janvier 96 et il dit j'assure la transition. Et après, l'idée change, non, ce n'est pas uniquement pour assurer la transition, il brigue lui-même et il organise des fausses élections. Et qu'est-ce qui se passe? 3 petites années après, exactement, le 9 avril 1999, il est tué par son aide de camp. Et que dit son aide de camp? On ne s'était pas entendu comme ça. On s'était entendu pour remettre la démocratie, disons, et pas pour que nous briguions nous-mêmes. Vous voyez le discours, pas pour que nous briguions nous-mêmes, le pouvoir. Donc, son aide de camp, Monsieur Ankou, je pense bien, c'est ce nom-là, donc Sanko, M. Sanko, là, donc, qui était son officier d'ordonnance, le tue, disons le 9 avril 1996. Et bon, qu'est-ce qui se passe? Dans la même année, 99, donc décembre 1999, on organise l'élection, est élu donc le lieutenant-colonel ou général, il deviendra général, donc Tandja, Mamadou Tandja, qui fait ses 2 mandats.
Donc, il est réélu, disons, en 2004, et ensuite, non, en 89 et puis en 2004. Et quand il termine ces 2 mandats, au lieu, vous voyez, ça ressemble exactement à la situation, disons, d'Alpha Condé. D'Alpha Condé. Il termine ces 2 mandats. Et bon, on lui rappelle que la Constitution limite les mandats. Il dit non, je vais rajouter un peu de temps parce que c'est un programme à terminer. On dit non. Donc, ces 2 mandats se terminaient en décembre 2009 et le 18 février 2010. Ça dit donc 3 petits mois après, il est renversé. Et l'argument qu'invoquent effectivement les petits, c'est lequel non, n'a pas respecté la limitation des mandats. Les États-Unis n'avaient pas condamné, c'était le président Obama à ce moment-là. Ils ont tout simplement dit qu'il faut revenir à la démocratie, tout bon. Les militaires ont organisé effectivement les élections, disons, l'année suivante, effectivement, pour élire le président Issoufou, qui, lui, je ne sais pas quand les gens sont en train de dire, les gens s'intéressaient pour savoir, mais pourquoi Issoufou s'empresse d'annoncer très tôt que je vais respecter la limitation des mandats? Parce que le Niger avait connu cette histoire, effectivement, grave du non-respect de la limitation des mandats. Le président Issoufou, 2-3 ans après, était en train de répéter à qui voulait l'entendre que je respecterai la limite des mandats. Pour des raisons de précaution, pour éviter qu'il y ait coup d'État. Pour ne pas le dire, ce qu'a vécu son prédécesseur, le président Tandja. Donc, je vais dire que le cas de la Guinée se ressemble à s'y méprendre à la situation du Niger. Et la question se pose de savoir, effectivement, est-ce que la fameuse communauté internationale, l'Union africaine principalement, ne se rend pas compte qu'elle a une responsabilité dans ce qui se passe. Je disais que, classiquement, les raisons qui expliquaient les coups d'État en Afrique, c'était la faim, c'était la pauvreté. Après, il s'est ajouté une raison supplémentaire, c'est le fait que les gens voulaient se pérenniser au pouvoir. Et que, pour ceux qui voulaient également du pouvoir, il n'y avait pas d'autre choix que de faire un coup d'État. L'Union africaine le sait. L'Union africaine le sait. Donc, elle sait que dès le moment où un individu a terminé ses 2 mandats et qu'il veut se pérenniser, il allume le feu. Il allume le feu. C'est-à-dire qu'il réunit toutes les conditions pour qu'il y ait un coup d'État. Donc, à ce moment-là, je me dis, l'Union africaine, principalement, parce que c'est quand même la principale institution panafricaine, elle a une lourde responsabilité en n'anticipant pas. Alors, Félix, au vu de ce qui se passe en Afrique, disons, noire, francophone, nous parlons ici des coups d'État au Tchad, au Mali, et aujourd'hui on parle de la Guinée. Nous savons que ce sont pratiquement même les mêmes éléments, les mêmes ingrédients qu'on retrouve au Congo-Brazzaville. Mais au Congo, nous avons 2 petits soucis, s'il faut le dire comme ça, 2 problèmes ou 2 options possibles. Nous savons également que Denis Sassou Nguesso est en Suisse, je ne sais pas s'il est déjà rentré, où il est allé faire une série d'examens médicaux. Certaines indiscrétions, je dis comme ça, au conditionnel, nous rapportent que ces résultats ne seraient pas encourageants. Donc, et ce qui fait qu'au niveau du cercle du pouvoir, qu'il y a une agitation, c'est-à-dire les gens se préparent, cette bataille de succession a déjà commencé. On entend certains dire, ils ont des hommes, ils ont les armes. De l'autre côté, d'autres qui pensent qu'ils ont le profil parce que après, donc, en cas de décès, ce qu'on ne souhaite pas, parce que personne ne souhaite d'ailleurs la mort de quelqu'un, mais en cas de décès ou d'empêchement définitif, la Constitution prévoit que ce soit le président du Sénat. Et de ce côté-là, alors, mais il peut arriver aussi que par rapport à ce que nous sommes en train de décrier, par exemple, ce qu'on a dit sur le Tchad, sur le Mali, sur la Guinée, ces mêmes ingrédients sont au Congo, on ne sait jamais. Il peut arriver qu'au Congo, on assiste aussi à un coup de force. Mais nous savons que lorsque les militaires font un coup d'État, ce n'est pas pour rendre aussitôt le pouvoir. Ils vont toujours, évidemment, ils ont abrogé la Constitution comme ont fait les autres et probablement s'installer. Et donc là aussi, on assistera à un coup d'État dans un coup d'État. Vous voyez que la situation du Congo semble être un peu complexe. Quelle analyse faites-vous du futur immédiat politique du Congo-Brazzaville face à tous ces éléments? Qu'est-ce que cela vous inspire? Une question complexe. En même temps une question d'actualité, mais qui n'est pas de la fiction. Et toutes les hypothèses sont plausibles et je pense qu'il y a déjà des précédents. Premièrement, il faut constater que l'histoire constante du Congo reflète le non-respect de la Constitution. Chaque fois, l'alternance est faite en dehors de la Constitution. Autrement dit,
M. Ngolo qui est donc, disons, président du Sénat, et qui sera... Il pense avoir le profil pour remplacer Denis Sassou Nguesso. Le profil, effectivement, mais également, je vais dire, disons légalement, ben voilà, tout à fait bon. Effectivement, on peut y mettre tout ce que l'on veut, mais je constate premièrement que dans notre histoire, jamais le dauphin constitutionnel n'est passé président, ne fût-ce que par intérim. Jamais dans notre histoire constitutionnelle. C'est clair, c'est ce que je ne cesse d'ailleurs de dire. C'est pour ça que nous avons effectivement, disons, une corbeille de constitution, une dépouille de constitution à vraiment, je vais dire, disons, à ne pas en finir. Mais il y a une autre lecture qui relève de ce que j'appelle souvent le syndrome guinéen. En Guinée, Guinée-Conakry, donc quand le président Sékou Touré meurt, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi j'ai entendu, je vais dire, le président guinéen dire qu'il n'y a jamais eu de coup d'État en Guinée, mais ça s'appelle bien coup d'État. Quand le président meurt alors que la Constitution prévoit effectivement un dauphin constitutionnel, que ce dauphin ne passe pas, ça s'appelle bel et bien un coup d'État, mais un coup d'État, non, c'est bel et bien un coup d'État. Et quand Lansana Conté, qui remplace, c'est-à-dire qui fait effectivement le coup d'État, qui consiste à prendre le pouvoir après la mort, disons, de Sékou Touré, lui-même il décède, il y a également un coup d'État puisque le dauphin constitutionnel ne passe pas. Donc, en dehors de cette particularité congolaise où effectivement le dauphin constitutionnel n'a jamais effectivement assuré l'intérim comme le prévoient les textes, nous ne sommes pas à l'abri du syndrome guinéen. Mais je vais dire autre chose également. Bon, je venais de vous dire que le président Sassou a effectivement, disons, une sagesse de sa culture où il dit que le rat qui vous range effectivement, disons, l'orteil est sous votre lit. Bon, je pense qu'il a pensé à ces choses et moi, quand je regarde notre histoire, je constate quand même que c'est un pacte peut-être réel ou un pacte qui ne dit pas son nom. Vous pensez à Mamadi Doumbouya du Congo ou version Congo? C'est une hypothèse possible. Moi, je pense une hypothèse possible parce que je ne vois pas tous les coups d'État chez nous vous permettez de ne pas rentrer dans les démons congolais, mais tous les coups d'État chez nous relèvent d'une même région. Et donc, M. Ngolo n'est pas de cette région, à ce que je sache. Donc, quand je parle d'un pacte qui ne dit pas son nom, c'est le fait que les coups d'État au Congo ont été justifiés par le maintien du pouvoir dans une seule région. C'est une autre particularité, le maintien du pouvoir dans une seule région, et que M. Ngolo n'est pas de cette région-là. Donc, de ce point de vue, j'ai là quand même une raison supplémentaire de penser que M. Ngolo a beau être président du Sénat, M. Ngolo a beau être dauphin constitutionnel, il ne répond pas véritablement au profil politique et sociologique congolais et que j'en doute fortement. Mais enfin, on souhaite longue vie à M. Sassou Nguesso. Voilà. Même si nous faisons là une lecture constitutionnelle, mais c'est fondé quand même sur la réalité et sur l'actualité. Alors, Monsieur Félix Sabakou d'appeler, probablement que ça sera la dernière question. Lorsque nous observons les systèmes politiques au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, on se rend bien compte que mais vraiment, il y a des similitudes avec le système congolais. Je parle du Congo-Brazzaville. Peut-on penser que le Congo-Brazzaville, actuellement, serait assis sur la braise? Mais écoutez, je pense que la réponse a déjà précédé, disons, notre échange, puisque après qu'il y a eu ce coup d'État, disons, en Guinée, différents commentateurs ont dit, ben oui, les théoriciens ou les inaugurateurs du troisième mandat sont avertis, ça vient de se passer en Guinée. Ils ont dit clairement que Ouattara fasse attention, mais on peut également dire que Sassou Nguesso fasse attention, puisque... Comme qui dirait, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les différents commentateurs, ils n'ont peut-être pas parlé du Congo, peut-être qu'ils avaient oublié, mais celui qui a principalement inauguré, c'est le Congo. En dehors, disons, du Burundi qui était dans une situation controversée, mais on remarque que même au Burundi, c'est la nature qui a eu raison, effectivement, disons, du troisième mandat. Puisque, effectivement, je vais dire, le président Nkurunziza a bien osé, mais n'est pas allé très loin. Oui, bon, voilà. Donc, enfin, il est déjà prêt lui-même, disons, à laisser le pouvoir après avoir effectivement terminé. Mais enfin, je vais dire, la nature a donné, effectivement, disons, son coup de sabre. Bon, dans le cas de la Guinée, il y a ça, dans le cas du Congo. Mais très sincèrement, il y a une spécificité congolaise.
selon mon point de vue, qui n'est pas effectivement l'argument justifié par le pouvoir en place, qui quand effectivement arrive ce qui est arrivé au Burkina Faso, il se plaisait bien à dire que, ben oui, le Congo n'est pas le Burkina Faso, mais moi j'ai quand même l'impression que nous réunissons également toutes les conditions que je venais de dire pour que effectivement le feu s'allume. On connaît la fameuse phrase de notre dictateur, le rat qui vous ronge l'orteil est sous votre lit. C'est lui qui le dit dans Le manguier, le fleuve et la souris. Le rat qui vous ronge votre orteil est sous votre lit. Et je pense qu'il sait ce qu'il a dit lui-même. Mais enfin, regardons, la nature nous en dira un peu plus. Eh bien voilà, je dirais à bon entendeur, salut, j'espère que le message est bien passé. Aux intéressés d'en faire bon usage. Merci, professeur Félix Bankunda Pelé, d'avoir été des nôtres. À vous, chers téléspectateurs, aussi, merci de nous avoir choisis aujourd'hui. Restez toujours branchés sur votre canal d'information Téler TV. Mais surtout, n'oubliez pas de partager nos émissions pour nous aider à mieux faire. Je vous retrouve très prochainement. Mais d'ici là, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Merci.